Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. L'UNICEF s'inquiète de la situation de scolarisation des élèves du Nord et Sud Kivu. Plus de 300 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent plus jamais à l'école, alerte cette agence onusienne. Crise humanitaire dans l'Est de la RDC, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur la situation qui prévaut dans les régions du Nord et Sud Kivu, le rapatriement du personnel politique et militaire, l'accès humanitaire priorisé ainsi que l'engagement pour la souveraineté de la RDC ont été les points essentiels abordés lors de ces tête-à-tête. Et puis, 30 provinces éducationnelles du pays ont été équipées de 180 tablettes destinées à la collecte et au traitement des données. Ces outils vont permettre de rationaliser les données collectées en province et de renforcer l'efficacité de la direction statistique scolaire dans le domaine de la formation professionnelle. Détail dans ce journal. Et enfin, la situation sécuritaire à Kinshasa et ses environs. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a réuni les états-majors de la ville concernée par la question, ce dans les buts d'anticiper la réponse à chacune des crises sécuritaires et mettre fin à l'intoxication qui sévit dans la capitale. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'UNICEF s'inquiète de la situation de la scolarisation des élèves du Nord et Sud Kivu. Plus de 300 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent plus jamais à l'école, alerte cette agence onusienne. Les détails dans ce récit d'Astrid Mboui. Il y a une énorme crainte que de nombreux enfants de l'Est de la République démocratique du Congo ne puissent plus retourner à l'école. Ce genre d'inquiétude émane de l'UNICEF qui, en effet, dans ses évidences sur la situation des enfants en République démocratique du Congo, est arrivé à un constat. Plus de 330 000 enfants sont déscolarisés. Allusion faite aux enfants de la partie Est de la République démocratique du Congo en proie à des guerres. À ne pas oublier que de violents affrontements de ces derniers jours ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles et occasionné la fuite dans les brousses et forêts de nombreuses familles, entre autres des enfants scolarisés. Une situation qui coupe le cycle d'apprentissage des enfants dans les provinces endommagées du Nord et Sud Kivu, tout en accentuant la situation des personnes déplacées. A signaler en fin de compte que malgré la timide réouverture de certaines écoles à Goma depuis le 10 février dernier, très peu d'élèves s'escriment à tenter d'y aller, surtout que des parents évoquent l'espace de sécurité pour leurs enfants avec la crainte qu'ils ne soient recrutés dans les milices. Le gouvernement souminois s'engage pour l'appropriation de l'histoire de la guerre par la jeunesse congolaise afin de contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale. Au cours d'une séance de travail avec quelques membres du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa les a instruits à vulgariser l'histoire du conflit dans le Nord Kivu à travers l'éducation, la culture et les médias. On écoute au sortir de cette réunion le porte-parole du gouvernement, Patrick Bouillère. Aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce que au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup de diversité dans notre pays.
Mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. L'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, ceux qui nous enseignent la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager, ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Et toujours dans ce même chapitre, parlons de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Je l'ai d'ailleurs dit au sommaire, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur la situation qui prévaut dans les régions du Nord et Sud Kivu. Ensemble, ils sont passés en revue la situation critique à Goma et Bukavu, le rapatriement du personnel politique et militaire, l'accès humanitaire priorisé, ainsi que l'engagement pour la souveraineté de la RDC. Le gouvernement Suminwa appelle à une mobilisation collective pour faire face à cette épreuve et assurer un avenir stable et prospère de la République démocratique du Congo. Suivez. Loin des yeux, près du cœur, le gouvernement semi-noir suit de près la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays, en cette période d'occupation illégale de cette partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition rebelle M23 AFC. Au cours d'une séance de travail qu'a tenue la première ministre avec la délégation de la MONUSCO et quelques membres du gouvernement, la situation humanitaire a été passée en revue. Nous avons assisté Madame la Première ministre au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. En outre, le gouvernement semi-noir exige l'application du droit international humanitaire pour le rapatriement du personnel politique et militaire. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, au droit humanitaire, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Dans cette séance de travail, on note aussi quelques avancées sur la question du couloir humanitaire exigé afin de venir en aide aux millions de déplacés qui vivent dans une précarité extrême sous l'œil complice de toute la communauté internationale. Il y a un travail de fond est en train d'être fait sur toutes ces questions. Nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel et surtout celui-là, ces FARDC et ces personnels politiques qui se trouvent dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Dans cette guerre injuste imposée par le Rwanda, Judith Suminwa invite surtout tous les Congolais à se mobiliser dans ce combat contre les ennemis de la RDC, fort de notre capacité légendaire à la résilience pour un Congo uni, prospère et puissant. Soutenir les efforts des FARDC et les victimes de la guerre dans la partie est de la RDC devient une affaire de tous. Ce mercredi, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, l'ambassadeur de la Chine au RDC a procédé à la remise officielle d'une somme d'argent, une sorte de contribution de son pays à la situation sécuritaire que traverse actuellement notre pays. Sophie Kanjinga était présente. Dépôt officiel ce jeudi du soutien de solidarité par l'ambassadeur de la Chine en RDC au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Cette contribution de $10 000, dont de 2 entreprises chinoises, Grexet et Sicomine, qui sera remis au moment opportun à la ministre nationale des coopérations, est destinée aux victimes de l'Est. Aujourd'hui, je représente les 2 associations, soit Association des sociétés chinoises et Union des sociétés minières aux capitaux chinois.
nous avons fait la contribution sous le témoin de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine. Et on pense que ça, c'est pas la dernière contribution. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours là, nous sommes ensemble avec le peuple congolais. Comme je dis, on est toujours là quand on a besoin, quand l'État et le peuple congolais a besoin de nous, nous sommes toujours là. C'est pas la dernière contribution. Il s'est dénoté qu'outre la remise officielle de ce don, les deux sociétés chinoises ont promis de sponsoriser la pose d'écran géant au centre culturel et artistique qui en manque cruellement. Parlons autre chose à présent. L'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo s'est retrouvée pour une matinée d'échange et réflexion autour de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Les chevaliers de la plume ont formulé des recommandations pour trouver une solution à cette crise. Écoutons le président national de l'AGEC, Théodore Loumou. Il est au micro de Muriel Monsa. Nous, membres de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, sociétaire de l'UNPC, réunis en ce jour de dimanche 16 février 2025, ici à la Foire internationale de Kinshasa, en atelier de réflexion sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avons maintenu 3 recommandations suivantes. Premièrement, nous demandons au gouvernement congolais et au chef de l'État, président de la République, garant de la nation, du bon fonctionnement de la nation congolaise, de prendre son courage en toute entièreté, de quitter la francophonie. Parce que nous avons remarqué que c'est la France qui nous agresse à travers ces marionnettes de Rwanda et les autres au niveau de la communauté internationale. Deuxièmement, nous demandons aux journalistes congolais qu'ils doivent d'abord être des vrais patriotes, communiquer positivement, avoir l'information à la source, respecter notre éthique et déontologie qui est notre Bible, ne pas se lancer dans la diffamation ni dans la désinformation. Troisièmement, demandons au peuple congolais de boycotter tous les produits français, parce que c'est la France qui nous agresse. Entre autres, si par exemple on boycottait Canal+, on boycottait par exemple de prendre les avions français, on boycottait par exemple les produits comme Africell et Orange, cela sera une pression au niveau de la communauté internationale pour que notre voix puisse être entendue. Eu égard à tout cela, tous les journalistes, membres de notre corporation, sont tous demandés à respecter l'éthique et la déontologie en cette période de guerre, je dis et je vous remercie. D'un chapitre à un autre, afin de rendre accessible l'enseignement de base à tous les citoyens de la RDC avec les programmes d'enseignement à distance, Mathieu Mukenge, secrétaire général intérimaire au ministère de l'Éducation nationale, a réuni les directeurs chefs des services de son administration. Objectif, les outiller afin que ce projet soit une réussite favorable à tous et surtout aux élèves congolais. Regardez. À la suite de l'arrêté de la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, organisant et encadrant l'enseignement à distance dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le secrétaire intérimaire a réuni les directeurs chefs de service de son administration pour une séance de travail. Mathieu Mukenge et ses collaborateurs ont discuté sur les dispositions pratiques et nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre effective de l'arrêté en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Souhaiter avoir cette séance qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance parce que il y a quelques jours, pratiquement une dizaine de jours, que la ministère a pris un acte instituant l'enseignement à distance. C'est un arrêté plutôt qui a été signé. Et cet arrêté, pour qu'il produise les effets, il faut passer par des mesures d'application.
autres appellent des mesures d'encadrement. Ces mesures d'application et d'encadrement ne sortiront pas d'une seule tête. Raison pour laquelle nous avons voulu réunir les têtes pensantes. Les gens qui ont une idée sur ce qu'on entend par enseignement à distance. L'arrêté qui a été signé par l'autorité, nous avions notifié plus d'une direction. C'est-à-dire nous avons commencé d'abord par notifier l'inspecteur général de notre ministère. Nous avons notifié la direction qu'on appelle d'ANTIC, direction des nouvelles technologies, information, etc., communication. Nous avons notifié les directeurs des programmes. Donc, ce sont des directeurs qui, directement ou indirectement, sont connectés sur ces thématiques. L'enseignement à distance tel que pensé et organisé cette fois par la ministre d'État Raïssa Malou coche toutes les cases d'une éducation moderne, inclusive et accessible à toutes et à tous, marquant ainsi un tournant historique pour l'amélioration de la qualité du système éducatif congolais. On en vient à la clôture de la télé sur l'état des lieux du système d'information de la DINACOPé. Des résolutions porteurs d'espoir ont été proposées telles que la numérisation de la paie des enseignants à travers une carte biométrique. Cette cérémonie a été présidée par le vice-ministre à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Jean-Pierre Kezamoudrou, témoin de l'événement Chanchan Moutoupa. Si ces recommandations recueillent votre agrément, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous retourner le présent rapport revêtu de votre approbation pour vouloir décision. Je dis et je vous remercie. C'est sur cette note de satisfaction que s'est clôturé cet atelier de 12 jours qui a établi l'état de lieu du système d'information de la Direction nationale des contrôles de la paix et maîtrise des enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires DINACOPé. Occasion pour le vice-ministre à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de saluer l'engagement prouvé des participants à ces travaux salutaires et pense que ces derniers va inaugurer un ère nouveau dans le sous-secteur avec la numérisation de la paie à travers de cartes biométriques. Il nous appartient désormais de traduire en action les conclusions et les recommandations issus de ces assises. Soyons rassurés que les efforts que nous déployons aujourd'hui permettront et porteront leurs fruits pour les générations futures. Le directeur chef des services de la DINACOPé s'est réjoui du déroulement de travaux tout en soulignant le bien fondé de la carte biométrique pour les enseignants. Nous devons migrer vers un plateau technique beaucoup plus performant que celui qui est existant. C'est dans ce sens-là qu'il y aura l'intégration de beaucoup de paramètres qui manquaient pour satisfaire les enseignants d'abord qui sont la cible de tout notre service puisque nous travaillons pour eux. Carte biométrique, c'est une des conséquences de la migration qui va bientôt intervenir parce que ce n'est pas seulement une carte administrative, c'est aussi un porte-monnaie et c'est aussi la paie électronique, surtout pour les territoires à accès difficile. Les enseignants n'auront plus besoin de trop attendre puisque avec le nouveau système et surtout avec la carte biométrique, on va peut-être faire une accélération dans les systèmes de paie, ils peuvent avoir leur salaire à temps réel. Prochaine étape, les recommandations issues de cet atelier serviront de feuille de route pour la modernisation du système d'information de la DINACOPé, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et la transparence de la gestion des ressources humaines et financières du secteur de l'éducation. Et à l'issue de ces travaux, les participants se disent satisfaits de l'organisation de ces assises et attendent l'application des conclusions qui aboutiront à l'amélioration des conditions salariales des enseignants congolais. On les écoute. Nous, enseignants, nous qui représentons l'intersyndicale, nous sommes très ravis parce que cet atelier a produit des résolutions
à parcourir tout le mot et trouver des solutions et proposer, disons, des propositions qui seront assez réalistes pour améliorer le système de paiement dans notre sous-secteur. Parce que nous savons, depuis toutes les assises auxquelles nous assistons, depuis Mbouela 1, Mbouela 2, Mbouela 3, Mbouela 4, tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, nous sortons de Bibois 3, bien, nous posons ces problèmes qui est inhérente, qui est crucial, les problèmes de la paix des enseignants. Et il y a souvent des fuites, des pertes, des détournements. Mais avec la fiabilisation qui sort des résolutions de cet atelier, nous sommes sûrs que maintenant, l'enveloppe salariale qui revient aux enseignants sera une enveloppe qui sera alors exacte. Et que le surplus pourra peut-être combler les déficits qu'on remarque dans la prise en charge de nos collègues, nouvelles unités et surtout de nos collègues non payés. Oui, nous sommes satisfaits parce que l'objectif était, comme on a dit, de faire l'état des lieux du système d'information de la DINACOP. Ça nous a permis d'avoir les différentes recommandations par thème pour améliorer et perfectionner le système. Il a été décidé que nous puissions procéder à l'urbanisation de notre système d'information. Notre ancien système fonctionnait tel qu'il y avait beaucoup d'applications, mais lesquelles applications fonctionnaient de manière isolée. Vous voyez ? Et donc maintenant, il a été décidé que l'on puisse interconnecter toutes ces applications. C'est ce que nous appelons l'urbanisation du système d'information. Et ça nous rendra vraiment efficaces dans la production de la paix. Tout à fait autre chose, c'est une première pour le ministère de la formation professionnelle. Le ministre de tutelle, Maître Martin Ekila, a procédé le week-end dernier à la remise des 180 tablettes destinées à la collecte et au traitement des données au profit des 30 provinces éducationnelles du pays. Ce lot a été mis à la disposition du Centre de traitement d'informations et des données statistiques. Ces outils vont permettre de rationaliser les données collectées en province et de renforcer l'efficacité de la direction statistique scolaire. C'était en présence des agents et cadres de ce ministère. Suivez. Après la remise, le 14 janvier 2025 dernier, d'un lot important de matériel informatique et de bureaux au service de l'administration centrale de son ministère, Maître Marc Ekila Likombo a procédé le samedi 15 février 2025 à la remise de 180 tablettes destinées à la collecte et au traitement des données au profit de 30 provinces éducationnelles du pays. Mis à la disposition du Centre de traitement d'informations et des données statistiques CTIDS, ces outils vont permettre de rationaliser les données collectées en province et de renforcer l'efficacité de la direction statistique scolaire. Une première pour ce ministère, a reconnu Gisèle Kendelou, secrétaire générale à la formation professionnelle, en présence de Valentin Mitendo, inspecteur général, d'Adèle Ndongala, directrice et chef de la direction des statistiques, ainsi que de plusieurs cadres. Vous matérialisez la vision du président de la République en dotant les outils ici de la collecte des données statistiques. Ça va nous amener à élaborer l'annuaire statistique. Ça sera une première fois dans ce ministère. Tous les secteurs de l'éducation ont déjà élaboré son annuaire, sauf le ministère. Merci beaucoup, Excellence. Il faut en faire bon usage, c'est la principale recommandation du ministre de la formation professionnelle, avant de rappeler que cette dotation est acquise sur fonds propres du gouvernement grâce à l'implication de la première ministre Judith Souminois, chef du gouvernement qui demeure sur la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la République, conduit par la première ministre, sans oublier le patron de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ont décidé de soutenir nos efforts parce que l'argent ici, c'est venu du trésor public. Il faut noter que c'est venu du trésor public et ce n'est pas un don des partenaires. Donc, ils ont accepté, ils ont compris notre plaidoyer de doter notre ministère de cet outil très important pour la collecte des données. En ce qui me concerne, vous imaginez déjà ce que je vais dire. Utiliser ces outils, comme on dit en droit, en bon père des familles. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions avoir un ministère modernisé.
Pour une bonne utilisation de ces outils, les experts nationaux devront, au préalable, bénéficier de la formation des formateurs avant d'aller former ceux des provinces éducationnelles. Ensuite, va s'en suivre une réaffectation de ces tablettes sur l'ensemble du territoire national pour servir les experts du niveau national et aussi les autres provinces. Parlons à présent de la situation sécuritaire à Kinshasa et ses environs. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'y met à bras-le-corps. Téné Jacques Chabani a réuni les états-majors de la ville concernés par la question. Objectif, anticiper la question à chacune des crises sécuritaires et mettre fin à l'intoxication qui sévit dans la capitale. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko, a présidé ce mardi 18 février 2025 une réunion sécuritaire avec tous ses services à son cabinet de travail. Objectif, évaluer la situation sécuritaire générale du pays. À l'issue de cette réunion, quelques mesures et dispositions sécuritaires urgentes ont été prises pour sécuriser les populations sur toute l'étendue du territoire, notamment pour la ville de Kinshasa. Un groupe de criminels participant au braquage à main armée a été appréhendé. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Un appel est lancé à la population afin d'être vigilant et faire attention à la désinformation afin d'éviter la propagation de la stigmatisation et la division de la population congolaise distillée par les ennemis de la République qui a pour but de fragiliser la population pendant cette période de guerre. Ici de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre de l'Intérieur pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leur occupation et que toutes les institutions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. Place à présent à votre rubrique questions aux écoliers avant de nous quitter. Bienvenue à votre rubrique la question aux écoliers. Voici la question du jour. La plante a combien d'organes et quels sont ses organes? Écoutons à présent la réponse des élèves. 3 organes. L'organe de respiration, l'organe de nutrition et l'organe de reproduction. L'organe de respiration, l'organe de reproduction et l'organe de nutrition. L'organe de respiration, l'organe de nutrition et l'organe de reproduction. L'organe de respiration, l'organe de nutrition, l'organe de se reproduire. Sachez qu'une plante a 3 organes, à savoir un organe de respiration, un organe de nutrition et un organe de reproduction. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.